Bonjour à tous, et bien, bienvenue dans cette dernière partie de la conférence, sur le bonheur et la société du loisir. Avoir du temps libre rend-il heureux? Eh bien, écoutez, on va s'interroger sur des problématiques qui sont contemporaines, mais également conclure le cycle, donc cette vidéo sera un tout petit peu plus longue. J'espère que ça vous plaira. Alors, heu, aujourd'hui, on va s'intéresser à la problématique des loisirs et des congés payés de l'entre-deux-guerres aux Trente Glorieuses. Voilà. Bon, bah, je vous montre juste ça, hein. Il y a pas photo. Les 2 images sont contemporaines. Donc d'un côté, vous avez des somptueuses lithographies de Mucha, pour Lu, hein, qui vante, bien une société des plaisirs, une société de loisirs, une société de consommation. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez des enfants, qui sont heureux, qui sont nourris, voilà, qui sont choyés avec, des firmes comme Nestlé, hein, qui font leur campagne promotionnelle sur la nourriture infantile. On va pas l'oublier. Mais de l'autre, vous avez des enfants qui travaillent dans des usines pour un salaire de misère, jusqu'à 10 heures par jour et encore c'est un progrès parce que, maintenant, on essaye de réglementer, l'âge de l'embauche, et la durée du temps de travail. Certains mouvements vont s'emparer de cette question du travail des enfants. Donc le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui est un des premiers textes qui essaye de légiférer sur ces problématiques, qui date de 1848. Mais bon, un manifeste qui passe un petit peu inaperçu, hein, dans le cadre des révolutions européennes. Et en France, il faudra attendre les lois Jules Ferry, entre 1879 et 1886 pour voir les choses changer. Parce que là, la question, c'est que, les parents sont obligés de mettre leur enfant à l'école et souvent le salaire de l'enfant, est nécessaire à la famille. Heu et si ce n'est pas son salaire, dans les familles qui sont des familles paysannes, et bien c'est son temps, sa main-d'œuvre, qui est indispensable. Il va vraiment falloir des mouvements politiques profonds pour que la société change et pour qu'on accorde à l'ouvrier, euh, techniquement, aux classes populaires, la possibilité d'avoir une vie en dehors de leur travail. Alors, le loisir populaire, c'est un enjeu qui est un enjeu qui n'est absolument pas neutre, hein. C'est un enjeu qui est bien sûr politique. Puisque on est dans le cadre du serpent qui se mord la queue. L'ouvrier n'a pas le temps de se cultiver et comme il n'a pas le temps de se cultiver, la bourgeoisie va dire qu'il est inculte et qu'il est inapte. Je vous montre deux visions du loisir ouvrier. Une vision, enfin, bourgeoise de Degas. Degas était aristocrate, hein, donc voilà, normalement son nom est en 2 mots, particules, 2 plus loin gas, GAS, mais à la Révolution, comme il y a beaucoup d'ancêtres de ces ancêtres qui se sont fait décapiter, ils ont supprimé leurs particules, hein, voilà, pour se fondre un peu dans la masse. Donc Degas appartient à l'aristocratie, et il méprise un petit peu, tout ce qui est, voilà, populaire. C'est pour ça qu'il se rallie au mouvement impressionniste, parce que le mouvement impressionniste est dissident aussi en peinture plus moderne. Voilà, donc c'est l'idée que si on laisse du loisir à l'ouvrier, eh bien de toute façon, il ne sera pas capable d'autre chose que d'aller boire, au café. Donc bon voilà, c'est vraiment pas la peine de lui en laisser, il vaut mieux qu'il bosse et qu'il serve l'industrie d'un pays. Toutefois, vous avez des mouvements, hein, beaucoup de mouvements, des mouvements politiques comme le Parti ouvrier belge, qui dès 1894 vont proposer les 3-8. Alors les 3-8, c'est 3 heures enfin pardon, 3-8, pardon, c'est 8 heures de travail, suivies de 8 heures de repos et 8 heures de loisirs qui doivent s'alterner, arguant que pour être efficace, l'ouvrier doit se récréer. En fait, vous avez les 2 mots dans récréer, se distraire, c'est la récréation, mais aussi par cette distraction, se recréer, se reconstituer effectivement en tant qu'homme, en tant que corps, pour pouvoir à nouveau être disponible pour le travail. Donc, résultat, en Belgique, vous avez ce qu'on appelle des maisons du peuple, où ce sont des structures spécifiquement dédiées aux travailleurs qui les accueillent
et qui leur permettent d'avoir accès à tout un tas de services dans un cadre qui est un cadre aussi élégant et joli. Donc vous voyez que c'est pas la même vision hein, du loisir populaire. Et les partis, c'est pas seulement des partis politiques où les ouvriers vont revendiquer quelque chose. C'est pas seulement ça, mais les partis fleurissent avec énormément d'associations qui sont aussi des bibliothèques, des chorales, des clubs divers et variés qui montrent simplement la capacité de l'ouvrier à s'organiser en collectivité et à se structurer en dehors de son travail. Donc, du coup, le loisir ouvrier devient une revendication de plus en plus et une revendication politique dont bien sûr va se saisir le Front populaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les mentalités, elles ne sont pas prêtes à changer, hein. Donc vraiment, il a fallu se battre pour avoir du temps libre en dehors de son travail et reconnaître qu'on était apte à disposer de ce temps libre, enfin, ce qui est quand même un scandale. C'est- voilà. Pour que les mentalités changent, il a fallu une guerre. Clair. Après la guerre, vous avez l'union des gauches qui est portée au pouvoir dans le Front populaire et qui va faire voter, appliquer les 15 premiers jours de congés payés en 1936. Donc on a des loisirs qui deviennent typiques des loisirs populaires, comme le vélo, le camping, le cinéma. Voilà. Par le lien entre loisirs, sport et plein air, le loisir populaire montre son côté sain, santé, voilà, lié à la santé et donc sa nécessité, hein. Il se teinte d'une vision qui est une vision extrêmement positive. Ce loisir, ces congés payés qui institutionnalisent le temps de loisir, rejoignent la semaine qui devient une semaine de 40 heures, où effectivement l'ouvrier travaille moins et où par conséquent il a plus de temps pour lui, pour reconstituer son corps, pour reconstituer aussi ses forces. Parallèlement, l'aristocratie et la bourgeoisie vont redéfinir aussi leurs loisirs. Et leur manière, ça se voit dans la façon d'aborder le corps, qui est une manière totalement différente. Donc, s'il y a un loisir populaire, ouvrier, qui est institutionnalisé et qui passe par les représentations du cinéma, de l'excursion, du camping, du vélo, eh bien, le loisir mondain, lui, passera par la mode. Et la mode permet de mettre en valeur une autre expression, une autre manière de voir le corps. Alors, là, je vous montre deux tableaux qui sont des tableaux de Seurat encore, qui sont des tableaux de villégiature et de baignade. Dans le premier, pardon, le second, le dimanche à enfin, moi, je ne sais pas dans quelle ordre vous voyez les tableaux, je ne sais pas si l'image est inversée ou pas quand vous regardez la conférence. Donc en tout cas, dans un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, vous avez effectivement, plusieurs classes sociales qui prennent leur loisir. La classe bourgeoise, avec les ombrelles, et les ouvriers, qui sont effectivement, eux, en maillot de corps. Donc, l'exposition du corps est quelque chose qui est mal vu. En fait, on ne montre pas son corps quand on est aristocrate ou bourgeois. On se protège du soleil. C'est pour ça qu'on dit que l'aristocratie a le sang bleu. C'est vraiment parce qu'elle a le sang bleu, mais comme elle est censée pas prendre le soleil parce qu'elle ne va pas dehors, elle ne travaille pas. Par conséquent, elle ne travaille pas dehors. Elle a la peau extrêmement blanche et donc on peut voir sa carnation et ses veines au travers. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a le sang bleu. Donc ce qu'on voit, c'est que le loisir, ici ce que nous dit Seurat, c'est que le loisir aristocrate est un loisir qui se fait, qui est aussi très fixe, hein, c'est ce qu'on avait vu dans le cirque, qui n'est pas lié au plaisir. Tandis que le loisir populaire ou le loisir ouvrier rentre peu à peu dans le champ de l'espace plastique.
Mais ce qui va se passer avec la Première Guerre mondiale et avec le loisir populaire qui va être associé à l'excursion, au camping, à la plage, au soleil, au vélo, on va avoir un petit peu un renversement dans cette manière de traiter le corps. On va dire que le corps blanc, en fait, est un corps maladif, puisque l'ouvrier n'est plus celui qui travaille dans les champs, c'est plus le paysan, hein, c'est celui qui travaille en usine. Donc sa peau, effectivement, va rester une peau blanche. Celui qui est riche, lui, il ira bronzer. Donc, il n'utilisera plus son corps comme une force de travail, mais comme un outil de plaisir. Et c'est dans ce contexte-là que vont être inventés. On avait vu déjà qu'il y avait la mise en place de la balnéothérapie, de la plaisance autour de la plage. Et puis, après la Première Guerre mondiale, vont se développer les premières lignes de maillots de bain. Alors qu'avant, vous alliez vous baigner, vous aviez des combinaisons intégrales hein, pour toutes les femmes. Là maintenant, eh bien, après la guerre, vous avez, dès 1925, des dessins de maillots de bain. Donc le premier qui a créé des lignes de maillots de bain, c'est Jean Patou. Donc c'est des pièces qui, au départ, sont créées dans la haute couture. C'est pas du prêt-à-porter. C'est pas fait pour tout le monde le maillot de bain. Ce sont vraiment, en 1925, des pièces de haute couture. J'insiste, donc destinées à une élite, destinées à des privilégiés qui ont les moyens de porter et aussi de se passer complètement de l'approbation sociale de leur entourage. Parce qu'ils appartiennent à des classes aisées. Donc s'ils font scandale en maillot de bain sur la plage, bah, ça ne regarde que, ça ne va pas impacter leur niveau de vie. Donc ça, c'est des mannequins Jean Patou et puis une ligne de maillot de bain. Donc du coup, comme on va dehors et qu'on expose son corps au soleil, ce qui est sympa, c'est d'être bronzé. Donc dans la lignée, des premiers maillots de bain, Jean Patou va aussi lancer des produits de beauté, dont l'huile de Caldé, qui est un des premiers autobronzants. Donc protecteur et une huile à la fois protectrice et autobronzante. Et quelques années plus tard, Eugène Schuller, PDG de L'Oréal, en fait, il est à chaque fois qu'il va au soleil, il prend des coups de soleil, voilà, il ressort comme une écrevisse. Donc il va demander à son équipe de chimistes de lui inventer un truc qui lui permette d'aller à la plage, sans cramer. Ce sera l'ombre solaire. Du coup, vous connaissez tous, c'est un produit que je pense que vous connaissez tous et qui existe depuis les années 30. Donc depuis ce contexte-là, où être bronzé devient être riche, être à la mode. Ceux qui bronzent, ce sont ceux qui ont les moyens de partir au soleil et d'avoir du temps libre, justement, un peu plus que 15 jours de congés payés. Donc le corps devient un corps dans lequel il fait bon vivre, un corps avec lequel on est à l'aise, puisque c'est un corps qui n'est pas consacré uniquement à la force de travail. Ce n'est pas un corps qu'on doit vendre pour travailler, mais c'est un corps dont on peut tirer loisir, plaisir et profit. Donc on va l'habiller. Et on ne va pas l'habiller de manière guindée ou entravante, hein, là je vous parlais uniquement de la mode féminine, mais au contraire de manière un peu souple, une manière qui permette de bouger. Parce qu'on va bien comprendre qu'après la Première Guerre mondiale, l'oisiveté, c'est plus du tout un critère amélioratif, hein, même pour l'aristocratie. C'est quand même pas mal de participer un petit peu à la reconstruction. Et le fait de dire qu'on ne fiche rien n'a plus bonne presse. Donc, on va, alors c'est encore Jean Patou, lui, bon, c'est aussi l'époque de Chanel, hein, donc qui émerge dans ces années-là, vont proposer de nouvelles matières, donc du jersey, du tweed, du coton. Ils vont inventer des associations, enfin surtout Jean Patou, l'association d'une pièce chic à la jupe tailleur avec un haut sport, donc un sweatshirt, un polo. Il va inventer le twin set, c'est l'ensemble pull et gilet coordonné, et des coupes courtes dans des matières souples, inspirées par le sport, inspirées par le monde du sport, et qui permettent à la femme, ça c'est la mode des années 20, d'aller bouger partout. D'autres créateurs, comme Paul Poiret, lui, sont plus tournés vers le domaine du luxe. Et comme il n'y a pas des masses de tissus après la guerre, hein, il y a pénurie de matière, on va se rattraper sur les broderies, sur les détails. Mais vous voyez que ce sont toujours des vêtements qui ne sont, pas des vêtements, qui ne sont plus des vêtements corsetés. Donc la femme n'est plus obligée d'avoir un corset qui entrave ses mouvements, mais même dans des vêtements hyper chics, avec des matières effectivement élégantes, comme le crêpe de Chine, etc., de Jean Patouche, donc les deux manteaux hein, et le velours, eh bien,
son corps respire, elle peut bouger, elle peut, dans son loisir, être active. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement nouveau. Cette idée du luxe et donc de la haute couture s'inscrit clairement dans l'effort de guerre, puisque, comme je vous dis, l'oisiveté n'a plus bonne presse et il faut reconstruire le pays. Et ça passe par une valorisation eh bien, des produits français, du luxe français. Donc vous voyez les grandes expositions françaises, c'est l'âge d'or de ce qu'on appelle l'art déco, donc avec les grandes expositions des arts décoratifs, où on commande aux artisans français des produits français travaillés dans des manufactures françaises. Donc voilà, et la France, Made in France, devient dès cette époque une marque qui s'exporte effectivement à l'étranger, comme on voit l'affiche de la French Exposition qui est organisée à New York. Donc, vous avez effectivement des discours qui sont faits aux corporations d'ouvriers. Donc là, c'est un discours qui a été fait aux corporations des bâtiments, qui va, par un dessinateur, qui s'appelle Paul Iribe, hum, qui va effectivement, qui était l'amant de Coco Chanel, hein, donc voilà pour la petite histoire, et qui va être édité par Dréger, qui est un des grands imprimeurs aussi de l'époque, et qui valorise le luxe. Donc, une certaine idée du travail artisanal lié à l'aristocratie pour relancer l'économie française. Donc, vous avez bien deux manières de pratiquer le loisir, une pratique populaire et une pratique effectivement plus élitiste. Ça se voit dans le sport et c'est encore des choses qui sont très marquées. Donc vous aurez des sports qui seront plus marqués socialement, hein, des sports marqués socialement, tout simplement, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, le golf, l'équitation, le tennis. Alors le tennis, ça devient un peu fédérateur maintenant, c'est des barrières qui sont un peu tombées. Et puis la boxe et le football, hein. Donc voilà, on est encore aujourd'hui sur des pratiques qui naissent vraiment dans ces années-là, où sociologiquement, selon le sport que vous pratiquez, on sait de quel milieu vous venez et vous proclamez aussi de quel milieu vous venez. Voilà, donc il y a des phénomènes d'ascension sociale qui se passent encore dans la boxe et dans le football, alors que dans l'équitation ou le tennis ou le golf, bon, on n'a pas ces phénomènes-là, c'est des phénomènes plutôt marqués. Donc effectivement, cette question, donc les loisirs, le loisir populaire acquiert un droit de cité, mais si sociologiquement chaque loisir reste marqué, il innerve toutes les classes françaises maintenant. Et c'est cette généralisation du loisir qui va de pair avec un droit au bonheur qui s'installe dans la société française des 30 glorieuses. On peut voir le lien entre loisir et société de consommation. Donc là aussi, je me base toujours sur le texte de Rémi Pavine, hein, donc l'histoire du bonheur en France depuis 1945. Donc effectivement, il indique dans ses textes, hein, le bonheur a longtemps été quelque chose de déconsidéré, jugé égoïste. Freud indique que le bonheur n'est pas une valeur culturelle. Après la Seconde Guerre mondiale, il faut produire et retrousser ses manches. C'est seulement une fois que la productivité est relancée, dans les années 50, que le bonheur commence à faire son chemin. Sauf qu'aujourd'hui, le bonheur, c'est pas qu'il a fait son chemin, c'est qu'il est quasiment obligatoire. Si on n'est pas heureux, on a raté sa vie. Et l'impératif, c'est plus d'être riche ou d'être glorieux ou d'être pieux, mais d'être heureux. Voilà, il faut être heureux, il faut être, voilà, comme si le bonheur était un état permanent. Donc on a vu que c'était vraiment loin d'être le cas. Mais aujourd'hui, on a un peu oublié peut-être cet aspect philosophique du bonheur et on dit qu'il faut, voilà, il faut absolument
être heureux. Et ça, c'était question, cette injonction au bonheur commence dans, les années 50, parce que, et bien, c'est l'idée qu'on peut y avoir accès pour pas cher. Avant, le bonheur, c'était une lutte politique. Le bonheur lié au loisir, c'était une lutte politique, c'était une revendication sociale, c'était un marqueur, effectivement, qui indiquait que vous pouviez ou non vous passer, du travail. Mais là, voilà, le temps libre, il est institutionnalisé. On va vers les 2 semaines, puis les 3 semaines, puis les 4 semaines, de, congés payés. Et c'est l'idée qu'on peut se payer du bonheur pour pas cher parce que, les plats tout prêts et certains produits, d'électroménager, eh bien, sont censés être accessibles à toutes les bourses. Donc chacun peut avoir du temps libre et donc par conséquent, chacun peut être heureux. Donc si les gens sont pas heureux, c'est que le problème, il est chez eux, il est plus dans la société. Donc on est encore, sur ces là je vous montre parce que c'est marrant, le, une affiche de publicitaire qui met en scène Joséphine Baker, qui reprend sa célèbre chanson «J'ai 2 amours, mon pays et Paris». Donc voilà, j'ai 2 amours, mon autothermos et mon percothermos. Donc une cafetière, voilà, une espèce de cafetière à vapeur et un des premiers modèles de cocotte minute. Voilà, l'autothermos, qui est conservé au musée des années 30 de Boulogne. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir ce musée, il est vraiment très amusant parce qu'il y a toute une section, consacrée aux appareils d'électroménager. Vous trouvez des Bialetti, vous trouvez les premiers grille-pains, les premiers mixeurs, donc c'est voilà, c'est vraiment assez, assez marrant. Et il y a 7 ans, enfin bon, autant dire hier, voilà, vraiment, vous avez une publication, Paris Match, Historia, qui titrait «La France des 30 glorieuses, la France heureuse». Donc en gros, on produit, on a de l'argent, on consomme, on est content, ça suffit au bonheur. Le bonheur, il a été acquis, on a des droits, c'est bon, c'est plié, c'est pas cher. Voilà, si jamais on n'est pas heureux, c'est qu'il y a un problème. Et là, la question, c'est de voir que le bonheur devient non pas un idéal philosophique, une démarche de vie, mais bien un impératif. Alors, pour terminer le cycle, il y a une question qu'on va poser, c'est que, on a vu que, les sociologues se sont penchés, les économistes, les historiens ont bien vu que plus la croissance augmentait, plus le PIB augmentait, plus le pouvoir d'achat effectivement augmentait, et bien moins les gens étaient heureux. Donc il y avait en fait une décorrélation entre, le ressenti du bonheur subjectif, et les indicateurs économiques. Donc ils se sont dit qu'il y avait quand même un, hiatus. Si l'argent ne fait pas le bonheur, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Donc passer du bien-être subjectif, le bonheur aujourd'hui, bien-être subjectif et indicateur économique. Donc il y a plein de gens, qui ont essayé de réfléchir, à, la question. Depuis les années 2010, il y a des courants économiques, qui sont, spécialisés dans le bonheur, dans l'économie effectivement, du bonheur. On a même légalisé, l'État a même légalisé sur cette question, puisque, le calcul du PIB depuis 2015, donc il y a une loi qui est passée, doit tenir compte, non pas seulement d'indicateurs économiques, mais aussi, de données plus subjectives comme le bien-être ressenti. L'OCDE, donc travaille sur un indice de bien-être big data. Donc ça aussi, qu'est-ce que c'est cet indice de bien-être big data? C'est de savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux en examinant, les recherches, des internautes sur Google. Voilà. Et puis, vous avez, un centre de recherche, un centre pour la le chan centre et ah blablabla. Le Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEPREMAP,
qui va créer un observatoire spécifique, qui est l'observatoire du bien-être, et qui tous les mois, de manière mensuelle ou bimensuelle, publie des enquêtes spécifiques à boutique. Vous pouvez trouver en ligne, il y a aussi un compte Twitter, un site, enfin, c'est vraiment hyper bien fait et vraiment très intéressant. Et là où je voulais en venir, opposer un peu la France et la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, depuis le 18e, vous avez une pensée qui est dite c'est un courant de pensée philosophique et économique qui est dit utilitariste, mené par Jeremy Bentham, qui est un peu moins connu, même si c'est le grand ponte de l'utilitarisme, et John Stuart Mill, qui est un économiste un peu plus connu, qui ambitionne de conduire le plus grand nombre au plus grand bonheur possible. Alors là, c'est là qu'on voit peut-être la différence entre la Grande-Bretagne et la France. La France va rechercher, et l'individu, depuis les Lumières, depuis les Trente Glorieuses, recherche un bonheur personnel, un bonheur à son échelle, un bonheur pour son foyer. Et effectivement, quand on voit, quand on pénètre dans une librairie, si on cherche un manuel de vie pour être heureux, on va plus se tourner vers des ouvrages de philosophie qui évoquent des systèmes et surtout des systèmes sociaux, mais vers un rayon qui s'appelle le développement personnel. Donc, on s'occupe de savoir ce qui, au niveau de l'individu, va le rendre heureux. Il y a une problématique euh, qui a disparu du champ de recherche sur le bonheur, c'est la problématique collective. Est-ce qu'on recherche un bonheur pour soi ou est-ce qu'on recherche un bonheur qui pourrait rejaillir sur une cellule plus large, que ce soit le foyer, la famille, le cercle d'amis, le lieu de travail, voire la société tout entière. Donc ça, c'est vraiment des questions. Le bonheur comme réflexion sur un mieux-être collectif ou sur un développement personnel et sur un développement individuel. Alors ça, on pourrait dire que, voilà, c'est ce qu'ont dit les philosophes, c'est les stoïciens, change tes désirs plutôt que l'ordre du monde. Et si jamais tu veux un changement dans la société, commence par travailler sur toi. Et puis après, tu verras ce que tu peux faire ailleurs. Donc oui, les deux sont liés. Mais aujourd'hui, bon, la question reste ouverte et se pose. Pour donner le mot de la fin, je voudrais terminer sur les paroles de Jeune. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à la césure, en gros, de ce que proposait Rousseau, entre un homme proche du paradis de l'enfance, de la nature, et un homme socialisé qui subit de plein fouet les contraintes d'une société eh bien, qu'il n'a pas construite, puisque légalement, institutionnellement, il ne peut pas s'inscrire dans le débat public. Un jeune ne peut pas encore, voilà, pas toujours voter, travailler, etc., etc., etc. Donc, du coup, parce que le bonheur, c'est aussi l'avenir, eh bien, je me suis intéressée à ce que disait, ce que pensait la jeunesse d'aujourd'hui. Et surtout en ces périodes de confinement. Alors, le confinement, paradoxalement, eh bien, si on se base sur les cahiers d'études du CEPREMAP et de l'Observatoire du bien-être, est une période qui a été extrêmement mal vécue par des gens qui étaient déjà précarisés. Donc, isolement, âge, maladie, précarisation financière, cadre de vie délétère, manque d'espace. Donc là, ça a été horrible et catastrophique. Pour ceux qui étaient décorrélés, dont le niveau de vie n'entrait pas en corrélation avec ce qui aurait dû être leur bonheur, eh bien le confinement a amélioré ce qui était auparavant critiqué par cette classe sociale. Donc le cadre de vie, l'appartenance à une certaine classe sociale, le lien avec la famille, le travail. Toutes ces problématiques qui étaient péjoratives avant le confinement sont devenues amélioratives avec le confinement et ont permis une relativisation en fait de tout simplement du pouvoir d'achat.
qui est passé au second plan par rapport à des indicateurs de bien-être qui n'étaient plus matériels. Donc, voilà, avant d'aller tirer des généralités, en gros, comme toujours, sur «Ah, les Français sont heureux, les Français sont malheureux, les Français sont machin, machin, truc». Renseignons-nous. Voilà, c'est toujours cette idée qu'on a vu se développer au Moyen Âge, à la Renaissance, que la connaissance, le savoir, la réflexion mènent aussi au bonheur. Pour la jeunesse d'aujourd'hui, vous avez 2 visions, 2 discours. Alors là, j'ai pris un article du Figaro, mais bon, c'est des expressions que vous retrouvez aussi dans Le Monde, dans Libération, dans Marianne, dans l'Humanité, enfin bon, à peu près partout, hein. Donc voilà, il se trouve que c'est le Figaro, mais bon, ça aurait pu être n'importe quel autre journal. On a une génération, une expression qui a été inventée par un sociologue, Louis Chauvel, qui, avec les crises, effectivement, des années 2000, la grosse crise, c'était la crise des subprimes en 2007, a mis en place l'expression de génération sacrifiée. Donc la jeunesse, depuis 2002, est une génération sacrifiée. Et oui, effectivement, ces jeunes, qui sont déjà aussi peut-être précarisés par un manque, même s'ils appartiennent à des milieux socioprofessionnels aisés, hein, sont précarisés par le manque d'espace, des environnements délétères, le manque de sociabilité aussi qui les frappe de manière beaucoup plus dure, se vivent aujourd'hui. C'est un article du Figaro que vous pouvez lire en ligne, hein, voilà, qui date de fin novembre. La jeunesse d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, mais aussi pour la majorité des Français, notre jeunesse est une génération sacrifiée et donc par conséquent malheureuse. Mais vous avez aussi d'autres discours et je vous invite à regarder sur le site, il est en ligne jusqu'en février 2021, je crois, sur le site d'Arte, Arte Replay. Je vous invite à regarder ce formidable documentaire de Marine Guizot, un documentaire franco-belge, qui s'intitule Alors heureuse et qui pose la question de savoir si les jeunes d'aujourd'hui, en gros les 18-25, sont heureux dans un monde en ruine. Et c'est génial. Parce que, en fait, l'idée qui ressort, c'est que la crise économique, bah, elle est déjà là. En fait, on est dedans. Donc c'est pas la peine d'en avoir peur, puisque de toute façon, voilà. Et le monde qu'on connaissait s'est écroulé. Et ces jeunes-là, ils l'ont pas connu, le monde que nous, on a connu. Donc, résultat, au lieu d'avoir peur de son effondrement, eux, ils constatent, ils sont dedans. Donc, c'est plus la peine d'avoir peur, et ça leur donne une certaine liberté et un certain espoir, au contraire, de construire, plutôt que de subir, pour voir les choses changer. Et le mot de la fin, alors bien sûr c'est le montage, est donné à un petit jeune, trop mignon, voilà, avec sa petite barbe, petite moustache. Il a plein d'idées, il a son ami et il a, malgré bah, voilà, les confinements, les machins et tout ça, envie d'ouvrir son café, son propre café, parce qu'il aime bien parler, hein, donc il a pu travailler et faire ça. Et Marine Guizot lui pose la question de savoir, alors est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et il dit, bah, je ne sais pas si je suis heureux, mais j'aime de plus en plus être en vie. Et pour être heureux, je pense qu'il faut peut-être lâcher un peu la question du bonheur. Donc je vous laisserai là-dessus en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, n'oubliez pas les gens que vous aimez, ceux qui vous sont proches, ceux qui vous sont chers, vos plaisirs, vos loisirs, heu, tout ce que vous pouvez avoir qui fait que votre intérieur, votre vie, est jolie. Et je vous souhaite, pour, ces fêtes ainsi que pour 2021, beaucoup de bonheur. Merci beaucoup de m'avoir suivi malgré les conditions et voilà et les circonstances. Et j'espère à très bientôt.